Moi, voilà, si je me mets dans ma bulle elle est quand même jolie. Je vois que des personnes qui sont sensibles, je prêche beaucoup de convaincus, donc des gens qui sont en quête de sens, des gens qui ont envie de faire ce qu'ils aiment et ce qui leur porte envie. Donc ça, cette bulle-là, elle est belle et c'est certainement les bulles qui ont de l'avenir justement, qui vont permettre de résister à tout ce qu'on est en train de vivre. Et puis après, malheureusement, si on prend de la hauteur et si je sors de cette bulle-là, là on découvre, alors après si on donne des chiffres c'est compliqué, mais on découvre la réalité des choses, le poids des habitudes, et puis là une bulle, quand on sort de cette bulle là, une réalité qui est un peu plus compliquée, même qui est très compliquée. Là on vient juste de vivre une canicule et des températures, on a battu tous les records, et comme je dis souvent, c'est peut-être l'année la plus fraîche des 10 prochaines années. On voit un peu ce que la nature peut nous infliger entre des incendies. On va peut-être appeler le prochain air l'ère pyrocène. On voit un peu les grêlons qu'on peut prendre, et on voit un peu comment la nature peut nous balayer, quoi. Donc, et puis si cette réalité continue d'aller dans ce sens-là, eh bien ça va être exponentiel. Donc là par contre on voit bien là par contre la bulle est un peu moins jolie. Tout petit déjà, à l'âge de 7-8 ans, je partais avec mes chiens me promener en pleine campagne. C'était vraiment mon truc d'aller me balader, longer les haies, essayer de regarder un peu la faune, la flore beaucoup moins, alors que maintenant je regarde plus la flore que la faune. Voilà, tout ça peut-être, je sais pas, cette attirance avec toute la faune, les insectes. Ça m'attirait, quelqu'un qui arrivait un naturaliste, qui arrivait à reconnaître les traces de pas, les déjections. Pour moi, ça c'était des vrais héros, quoi. Donc après, ça s'est construit petit à petit. J'ai voulu être garde forestier, toujours ce lien. J'ai bien vu que c'était compliqué pour y être, et puis que ouais, j'ai peut-être fait le bon choix. Ensuite, en travaux espace vert, quand je me suis lancé, c'était là on mettait des engrais, on mettait des pesticides. C'est pas du tout ce qui me branchait. Et puis l'évolution du métier, et puis aussi des rencontres avec des mentors, hein, Olivier Tranchard, Claude Figureau, qui là ont vraiment fait voir que je pouvais vraiment retrouver cette passion de la nature dans le métier des espaces verts, en l'air nature en fait. Alors, cette prise de conscience sur le terme paysagiste même, c'est vraiment là Claude Figureau. Claude Figureau, ça devait être une formation de 2006-2007, où je me rappelle, il a fallu faire voir comment apporter de la vie dans nos espaces verts. Et en fait, il y a quelqu'un qui avait présenté un rond-point où il avait bien planté. Et puis en fait, Claude Figureau l'avait défoncé en disant mais tes plantes là sont pas du tout inféodées au milieu, elles sont pas nectarifères, t'apportes pas de la vie là, t'apportes quelques plantes et c'est tout, c'est rien, c'est nul. Et là, en fait, je me suis rendu compte, oui, la première dune que j'ai faite à Bretignolles, je l'ai faite en herbe, en Stipa tenuifolia, qui est en fait l'herbe qu'on retrouve dans les plaines mongoles. Puis là, je me dis, mais je fais que du postiche, quoi. Pourquoi j'ai pas planté de l'Oya? Pourquoi j'ai pas fait une dune grise avec de l'hélichrysum derrière? En fait, je fais que du postiche, quoi. Et voilà cette prise de conscience. Olivier Tranchard dit le terme dépaysagiste. Et c'est ce que j'essaye d'inculquer, de faire voir que quand on fait une maison, quand on fait, je sais pas, si on a un muret de pierre à faire à côté d'une maison en granit, on va pas aller prendre du gneiss de Saint-Yrieix, on va essayer de prendre du granit. Quand on fait un mur en pierre dans le sud Vendée, alors que la maison est calcaire, on ne va pas faire un mur en granit à côté. C'est ça l'intégration paysagère. Et avec les plantes, c'est exactement pareil. On doit vraiment essayer de copier la nature. C'est pas si simple, mais en tout cas dans les palettes végétales qu'elle nous offre, c'est largement assez. Et après, derrière, c'est toutes les inféodations, que ce soit au niveau du sol, avec toutes les symbioses qu'il peut y avoir, et puis les interactions, et au niveau des fleurs, des feuilles, des graines. Tout ça, en fait, ça met vraiment en place de la vie dans les jardins et de l'intégration paysagère. C'est ça être paysagiste. Sinon, si on veut transformer la Vendée en pâle copie de la région méditerranéenne, là, on est des paysagistes.
Je pense que j'aurais jamais pu créer Terra Aménité sans être passé par Bretignolles. Bretignolles, ça a été... j'ai tondu, j'ai utilisé le rotofil, j'ai taillé au taille-haie, j'ai vraiment connu la base et j'ai connu ce qui était pénible. J'ai connu des frustrations et tout ça, de la réflexion, dire pourquoi on fait ça, ça n'a aucun but, et là on pourrait réaménager pour se faire beaucoup moins chier et que ça soit encore plus joli. Et donc ça a été les premières choses. Une fois passé responsable, eh bien là, j'ai mis en place plein de choses et puis j'ai vu un peu l'inacceptabilité de pas mal d'usagers en fait. Et puis les psychorigides, les premières confrontations avec les psychorigides. Et ça m'a construit. Je dis toujours, les cons m'ont construit. Ils ont construit mon argumentaire, ils ont construit aussi ma compréhension de l'homme. Je dis tout le temps, je pense que si je serais né le même jour et que j'aurais eu la même vie que ce type-là, peut-être que j'aurais les mêmes pensées. Donc il faut respecter aussi. Et puis trouver vraiment de l'argumentaire et trouver aussi peut-être une Madeleine de Proust, trouver quelque chose qui arrive à accrocher, qui prend un biais et puis qui arrive à trouver un consensus ou peut-être une compréhension du psychorigide ou de celui qui n'arrive pas à comprendre les bienfaits écosystémiques d'un jardin plus naturel. Et puis tout cet argumentaire, toute cette expérience, ça m'a permis derrière de construire Terra Aménité. Donc c'était des étapes nécessaires, le travail physique, le travail sur le terrain, et aussi le travail de communication auprès des usagers. Et ça m'a donné beaucoup d'expérience et après j'ai pu créer Terra Aménité. Terra Aménité, nous, ce qu'on fait, on recense les espaces, on essaye voilà, que ce soit les élus et les agents qui aient des objectifs communs. Donc pour respecter les savoir-faire horticoles, ça, il n'y a pas de souci d'avoir devant la mairie un massif de vivaces très fleuri avec plein de savoir-faire horticoles, il n'y a pas de souci. Et en même temps, respecter les savoir-faire aussi écologues pour que les ruisseaux en milieu urbain, que nos prairies soient bien entretenues. Voilà. Il y a 15 ans de ça, les jardinières étaient arrosées tous les jours, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, les prairies, on les broyait. Les ruisseaux, on broyait aussi. Voilà, donc on respectait bien les savoir-faire horticoles. On mettait le curseur à fond. Par contre, sur l'autre curseur, on s'en foutait complètement. D'autres pratiques, c'était on tondait tout ras partout, on taillait tout en carré ou en rond, enfin voilà, en poisson pané, comme je dis. Et puis on donnait un coup de traitement là où l'herbe, on ne pouvait pas les tondre. Donc de 3 pratiques, taille-haie, désherbant et tondeuse, on est passé à beaucoup plus de pratiques que ça, quoi. Donc on a plutôt augmenté les savoir-faire que les diminuer. Donc maintenant, un agent de collectivité est capable vraiment d'avoir des connaissances horticoles tout en ayant des connaissances écologues. Donc ça c'est intéressant, au moins ils arrivent aussi à trouver les capacités écologiques d'un milieu et se dire non, celui-là, il faut conserver cette qualité environnementale plutôt que le modifier pour en faire un espace vert, comme je dis. Les termes espace vert, ça a un terme vraiment anthropique derrière, ce qui me déplaît. Et ce qui veut dire, on modifie tout et on fait un espace vert. Mais c'est pas du tout ça, il vaudrait mieux accompagner la nature, comment elle veut se développer, et puis la bloquer à un certain stade si on veut, ou alors la laisser se développer. Mais voilà, c'est toutes ces dynamiques végétales qu'il faut accompagner. Mes connaissances en botanique permettent, les espèces sont bioindicatrices, donc j'arrive à voir, là-bas c'est une zone humide, donc là-bas il va falloir l'entretenir pour qu'elle garde tous ses bienfaits écosystémiques. Alors, tout à l'heure on parlait de spiritualité, on arrive à voir les cheminées cosmotelluriques sur des arbres qui sont complètement tordus ou autres. Ça, je me garde de que y penser. Et voilà. Mais par contre, voilà, on essaye d'analyser l'existant et de faire avec l'existant. Je dis tout le temps, qu'est-ce qu'une bonne terre? Il n'y a pas de bonne terre, il n'y a pas de mauvaise terre. Il y a la terre qui est là, qui est sur place, il y a le sol qui est sur place. C'est à moi, après, derrière, d'utiliser les palettes végétales ou les dynamiques pour mettre en place l'aménagement, le ménagement. Et j'aime bien ce mot-là. Et aussi l'entretien derrière pour garder tous ces bienfaits écosystémiques et garder une bonne dynamique du lieu. Une dynamique, je parle d'une dynamique écologique, dynamique végétale, dynamique du paysage. Voilà, l'utilisation de plantes locales. On a développé des pépinières de plantes sauvages avec Vendéo, une à Esnay, une au Pinot, qui permettent, les plantes locales, elles sont inféodées à plusieurs insectes, elles sont nectarifères, voilà, il y a plein d'interactions. On parle de phytosociologie.
l'écologie, hein, l'interaction entre les groupements végétaux, on appelle ça en écologie, on appelle ça en permaculture les guildes. Donc ça, on peut en parler très librement. Les gens comprennent vite que les plantes communiquent entre elles je pense que si on met un palmier à côté de mon chêne, ils n'arriveront pas trop à communiquer. Donc ça, il faut absolument respecter tout ça et puis réapprendre aussi des bonnes pratiques. Hein. Le foin, faire du foin à la bonne époque, entretenir les haies à la bonne époque. On va même, on travaillait avec la lune. Quand on abattait un arbre, on essayait qu'il y ait le plus de densité possible. Donc on l'abattait vraiment en bonne époque. Quand on sait que l'arbre peut faire 40 fois plus longtemps, on en couperait 40 fois moins. Enfin, c'est du bon sens. Et c'est aussi de l'efficience, intervenir au bon moment. Même si ça met plus de temps, au final, on utilisera bien moins d'énergie. Donc c'est tout ce que j'essaye d'inculquer. Alors pour moi, c'est très simple, hein, la lecture d'un lieu, vu que je connais les plantes, ça va très vite. La lecture du paysage et la lecture un peu plus en zoomant. Pour d'autres, ça va mettre un peu plus de temps. Le but, c'est que tout le monde soit formé à ça pour justement respecter le lieu et bien l'entretenir. Je travaille avec des bureaux d'architectes paysagistes pour ces connaissances de terrain. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment on peut faire un aménagement sans aller voir le lieu. Pour moi, c'est impossible. C'est impossible. On ne le sent pas, on ne voit pas plus loin. Donc on doit aller voir le lieu et on doit s'y balader dans tous les sens. Quand je fais des chantiers écoles, je fais les 1000 pas pour imaginer ce qu'on pourrait faire. C'est comme ça que je ressens le lieu. Et je pense qu'on se connecte, mais aussi on lit. Peut-être que sociétalement, cette société du travail, travailler à fond, en fait, on a arrêté d'observer. Et pourtant, je dis tout le temps, prenez 5 minutes de réflexion avant de partir, ça vous fera gagner énormément de temps. Et ça, c'est primordial. Alors quand on fait un aménagement, mais c'est ça, aller sentir le lieu, aller voir, y retourner, faire le tour, regarder ce qui pousse, regarder ce qui s'y passe, regarder l'usage, que ce soit l'usage de tout être vivant du lieu, hein, de l'humain jusqu'aux autres. Et puis derrière, je pense qu'on prend des meilleures décisions. C'est pas parfait, mais déjà, on s'inspire bien mieux. Et ouais, je pense qu'on s'est déconnecté. Enfin, on évolue toujours. De toute façon, la nature n'est pas figée, que ce soit la nature humaine. Donc moi, j'évolue toujours. Les méthodologies d'action changent aussi. Je m'appuie sur des anciens savoir-faire. Hein. Je fais beaucoup de construction bois qui à la base, c'était comment je fais des barrières bois à l'ancienne. Et puis ensuite, ça va vers des pergolas, des kiosques, toutes sortes de constructions, mais la base, c'est vraiment des savoir-faire traditionnels avec le banc à planer, avec les trous à laverie. Et bon, j'ai un peu plus mécanisé ça, mais voilà. Aussi des vieux savoir-faire sur les haies bocagères, où c'est vraiment un gros leitmotiv là-dessus, comment bien les entretenir. Chaque agriculteur savait très bien entretenir. C'est avant, hein, c'était une grosse ressource pour lui. Les haies plessées, hein, qu'on retrouvait partout en Vendée. Donc voilà, je m'appuie sur d'anciens savoir-faire avec des méthodes peut-être plutôt modernes pour gagner en efficience aussi, quoi. Dans ce métier-là, c'est assez terrible ce que je vais dire, mais là je reviens juste des Pyrénées, mais j'aime 100 fois mieux aller faire une randonnée dans les Pyrénées ou même juste une petite balade qu'aller dans un parc, parce que nos parcs sont tellement anthropisés qu'on n'a pas autant d'aménités. Donc ce que j'essaye dans les aménagements, c'est vraiment que les urbains se retrouvent dans un espace mais le plus naturel possible pour avoir toutes ces aménités-là. On a encore du travail sur ces curseurs-là. Le terme espace vert me plaît pas, j'aimerais mieux qu'on ait des espaces vraiment naturels avec tous les bienfaits écosystémiques qu'on y retrouve. Donc c'est ce que j'essaye d'inculquer dans les aménagements, mais aussi dans les méthodes pour le faire. Je crois à remettre l'homme et son énergie. C'est-à-dire que le bocage, hein, il fallait beaucoup de monde pour l'entretenir. Hein.
les haies, pour qu'elles aient tous les bienfaits écosystémiques, on doit les entretenir. Hein. Donc on doit revenir mettre les arbres en tétard, on doit flécher les arbres pour qu'ils fassent des belles grumes, pour qu'il y ait derrière un bûcheron qui vient l'abattre, un débardeur qui vient sortir toutes ces troncs en bord, ensuite un scieur qui vient scier tout ça, ensuite des menuisiers qui viennent préparer tout ce bois-là, alors d'abord par le séchage, tous ces menuisiers qui font des meubles, il faut rappeler avant, hein, les meubles ils étaient tous chevillés, s'il y avait une partie qui était cassée, on enlevait deux chevilles, on refaisait juste la partie. Les vieux meubles qu'on est en train de jeter, ils étaient éternels. Hein. En fait, il y a peut-être aussi des bûcherons qui viennent couper le bois en 50 pour avoir le bois énergie. Enfin voilà, plein. En fait, il va falloir remettre les humains dans leur territoire, les remettre à bien travailler comme on le faisait avant. Est-ce que ça pourrait donner assez d'emplois? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a une multitude à créer et peut-être à réinventer, mais des choses liées au territoire qui permettent d'être vraiment dans un écosystème qui soit logique. Je connais bien le bocage, j'adore le bocage. Derrière, sur d'autres territoires, je suis un peu moins, j'ai un peu moins bûché là-dessus. Mais sur le bocage, il y a tellement à faire. Et ça peut permettre d'avoir, ce que je disais, hein, des travails qui ont du sens. J'ai foi là-dessus, en cette société, en cet humain qui recherche du sens. Et la pénurie de main-d'œuvre en Vendée est certainement aussi due à ça, parce que de travailler juste pour que ça soit alimentaire, c'est fini. On passe beaucoup de temps au travail. Donc autant avoir un travail qui a du sens, qui nous donne du bien-être. Et voilà, de travailler avec nos paysages, je pense qu'on peut redécouvrir avec une agriculture aussi un peu moins intensive. Hein. On peut aussi créer énormément d'emplois, de la diversité. Et puis maintenant, avec les connaissances agronomiques, les connaissances sur l'agriculture sur sol vivant qu'on a, c'est pas plus d'efforts. Hein. C'est surtout pas un retour à la binette. La preuve, je l'utilise jamais. C'est un changement de paradigme. De toute façon, moi, même quand je forme les entreprises privées de paysage, hein, où eux, voilà, ils ont ce côté très anthropique et très, on va dire, ils suivent la mode, ils suivent, voilà. S'ils ne changent pas de paradigme, ils n'arriveront pas à changer leur pratique. Donc, pour la société, c'est pareil, c'est changer de paradigme. Et puis, c'est marrant, revoir nos priorités. La priorité, c'est de respirer et de boire et de manger. La priorité, c'est ça. Et donc, remettre les priorités. Mais il faut vraiment qu'on arrive à sensibiliser un maximum de monde, parce que ceux qui ne seront pas sensibles à tout ça, à revoir les priorités, à rentrer en sobriété voulue, ceux qui ne seront pas sensibles à ça vont être dans plutôt la rébellion et les énergies négatives. Donc, il ne faut pas tarder à essaimer beaucoup. Je continue de garder cette envie et cette énergie pour aller essaimer. Mais d'un autre côté, il va falloir aussi que je prépare, parce que je suis persuadé que des îlots, des hameaux vont réussir à bien vivre, à bien s'en sortir, parce qu'ils seront rentrés en résilience. Voilà. Mais la résilience, c'est d'un territoire vie, comme tu as dit tout à l'heure. Je pense que voilà, l'humanité va vraiment dans le chaos, et puis ceux qui auront déjà commencé à être résilients, eux par contre vont être, voilà, la vie sera un peu différente, mais il faut s'y préparer. Voilà. Moi je vois ça, et on le connaîtra. On vit sur le paradis. Là, c'est la semaine dernière qu'il y a eu une photo de la NASA qui montrait à 13,5 milliards d'années. On a trouvé des exoplanètes, mais je pense que même dans les religions, quand on parle de paradis, c'est ici. Quand on parle, j'en suis persuadé, sauf que l'homme ne le voit pas. En fait, il veut le chercher ailleurs. C'est un peu comme quand on cherche le bonheur partout. Mais non, il est là. Je vois beaucoup de personnes qui courent après le bonheur, c'est-à-dire quand on aura fait ça à la maison, on sera mieux. Puis une fois que c'est fait, on va faire peut-être ça en plus, mais une fois que c'est fait, c'est toujours pas retrouvé. C'est pas grave, il faut vivre le moment présent, et voilà. Donc
Le paradis, il est là. Si on a des connaissances naturalistes, on peut se rendre compte de la diversité, la complexité et l'équilibre que cette planète avait réussi à mettre en place, qui est magique. Bien, nous, on a déséquilibré tout ça. On ne mérite pas mieux, je veux dire. C'est peut-être la sanction. Le paradis était là et on a réussi à le transformer en enfer. Donc, je pense que si on croit en religion, voilà, nos dieux ont pris la décision, et peut-être bien que Dieu, c'est la planète Gaïa qui est en train de vouloir équilibrer tout ça et puis de nous mettre dans le dur pour qu'on comprenne que ce qu'on a fait, c'était pas bien. Ce terme propre, de toute façon, moi, en formation, c'est le premier mot. Hein. Je dis, je vous ai pendant 3 jours ou pendant 1 an en formation, voilà, vous aurez plus le droit de dire propre, dites beau. Quand on fait une intervention ou alors qu'on va faire un aménagement, on jamais, enfin, on doit toujours dire est-ce que c'est beau ce que j'ai fait ou est-ce que c'est propre. Est-ce que c'est propre, ça veut absolument rien dire. Est-ce que c'est beau, voilà. Un grand parking de supermarché, quand il est juste fait, c'est peut-être propre, mais c'est pas beau. Donc il faut vraiment miser là-dessus. Cette propreté, ouais, c'est une méconnaissance de croire que c'est propre. Enfin, un grand tapis dérobé, les études de Marc-André Sellos disent qu'au-delà de 60 degrés, il ne reste que des bactéries pathogènes. Donc est-ce que la propreté veut dire un côté sain? C'est complètement faux. Si c'est la question, c'est non. Ça ne veut pas, au niveau sanitaire, c'est complètement faux. Je pense qu'il y a une manipulation mentale là-dessus. Que les firmes de pesticides ont grandement tiré la ficelle là-dessus. C'est là où j'ai pas assez de recul, j'ai pas assez d'âge, peut-être, je suis pas assez âgé là-dessus. Mais voilà, un gazon propre, eh bien c'est un gazon où on va fertiliser 4-5 fois par an, qu'on va tondre toutes les semaines, qu'on va défeutrer, qu'on va regarnir. Tout ça, ça fait un business. Une prairie, ça ne fait pas de business. Ça fait juste du foin pour soi ou alors les prairies pour aller pâturer. On dépense beaucoup moins de gasoil. Ensuite, zéro herbe. Zéro herbe, c'est dès qu'il y a un brin qui dépasse, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un désherbant. Ça, c'est du business aussi. Mais il faut changer ce regard. Et pour moi, les collectivités sont la plus belle vitrine. Je disais tout à l'heure, le curseur d'acceptabilité est en train de monter grandement. Je le remarque beaucoup en Vendée, par le retour des responsables espaces verts, où les gens se plaignent de moins en moins de l'herbe dans les rues. Il commence à y avoir une habitude, et à force, il va y avoir un changement de regard. Et ça, ce changement de regard, moi, je l'ai eu quand j'ai commencé à apprendre les plantes sauvages. En fait, je dis, waouh, c'est magnifique ce tapis blanc, c'est une Stellerulosté, c'est trop beau, c'est une plante sauvage. Pourquoi avant je ne la voyais pas? C'est parce qu'en fait, je ne la connaissais pas. Donc, il va falloir changer cette image-là. Et en fait, j'en suis sincère, là j'en suis convaincu, peut-être que dans 2 ans vous reviendrez m'interviewer puis j'y serai plus, mais que les gens sont en train inconsciemment accepter les prairies, accepter les arbres aux formes libres, les arbustes aux formes libres, d'arrêter de voir du Versailles, le syndrome de Versailles partout. Et ça, c'est vraiment la stratégie, c'est qu'il faut le faire avec les collectivités, avec les élus bien sûr, les agents, et puis petit à petit, en fait, l'image va complètement changer. C'est incroyable, j'ai découvert le film Mon oncle de Jacques Tati, avec le jardin. Alors le film il est de 1958 il me semble. Le jardin avec des grosses dalles ardoises où les gens sont obligés de faire attention à bien passer dessus, des graviers partout, le portail automatisé, il n'y a rien qui dépasse. C'était vraiment une satire, tout le monde en rigolait, c'était ubuesque, Et qu'est-ce qu'on a pris, nous? Cette orientation-là, il y a du gazon synthétique et tout. On a pris cette orientation-là. Ça m'a choqué en disant qu'on en rigolait en 58 et c'est devenu réalité en 2010. Maintenant, c'est has-been, ces jardins-là. Mais voilà. J'adore la stratégie aussi d'Aurélien Barraud, où il dit qu'il va falloir rendre has-been certaines choses et sexy d'autres choses. En fait, il faut jouer avec les curseurs, c'est les curseurs humains que ces lobbying enfin ils ont joué avec notre cerveau. Il va falloir jouer avec les mêmes choses, quoi. Rigoler des jardins minéraux, comme le fait l'Allemand, où il met toutes les semaines, il décerne un prix du jardin le plus laid avec les jardins que minéraux. Ça, je trouve que c'est des belles stratégies. Alors, cette sensibilité au vivant, je sais pas, je pense que c'est au travers du regard.
C'est pour ça que d'abord, c'est la faune qui m'a le plus interpellé. J'ai plein de souvenirs d'enfance où on allait pêcher des grenouilles et puis quand il a fallu, il fallait les tuer après pour les manger. Un cri de grenouille une fois qui m'avait fait pleurer quand j'étais petit. Et du coup après, je trouvais 1000 excuses pour pouvoir aller pêcher des grenouilles. Je pêchais beaucoup. Quand il fallait tuer les brochets, eh bien c'est dans leur regard que ça m'empêchait de les tuer. Certainement, il y a beaucoup de choses dans le regard et il y a de la vie. C'est des êtres vivants. Donc c'est certainement cette première chose-là. On avait sauvé un merle aussi. Et pourtant, on les tirait à la carabine pour pas qu'ils viennent manger les cerises. C'était, on va dire, il y avait le poids des habitudes et puis aussi la culture sociétale de faire ça. On était en campagne. Et puis derrière, une sensibilité, une réelle sensibilité des émotions liées à ces êtres vivants. Et puis ensuite, au fur et à mesure des années, j'ai compris que les êtres vivants ils n'ont pas tous des yeux, mais par contre, ils sont pleins de vie quand même. Et là, après, ça a été au-delà de la faune et vers la flore et vers forcément tout le reste, parce qu'il y a encore des milliers de choses qui sont en vie, en interaction autour de nous. Voilà, je pense que ça s'est échelonné un peu comme ça. Je ne pense pas que j'ai fini mon chemin là-dessus, parce que je pense qu'il est éternel. On peut pas, cette planète, elle a tellement mis longtemps à devenir aussi jolie, à devenir aussi équilibrée, qu'il y a des milliards de choses qui se sont faites, et il ne suffit pas d'une vie pour les découvrir de toute façon.